Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invité cette semaine m'a fait pleurer, grâce à son film. Je dis grâce car certaines larmes font du bien. Il y a des films qui font rêver, qui font rire, qui font voyager, et d'autres qui racontent des histoires qui méritent d'être racontées. Les Filles du Soleil est l'un de ces films, et j'ai eu le plaisir de rencontrer sa réalisatrice, Eva Husson, à l'issue de la projection en avant-première au Cinémads, organisée en partenariat avec Wild Bunch. Les Cinémads, ce sont des avant-premières que mademoiselle.com organise régulièrement au MK2 Bibliothèque. Je te mettrai des liens dans la description. Ce podcast n'est pas sponsorisé, mais Mademoiselle est en partenariat avec la sortie du film Les Filles du Soleil. C'est en discutant avec la réalisatrice après la séance que je lui ai proposé de venir me raconter sa vie dans Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et maintenant, parole à la réalisatrice des Filles du Soleil, Eva Husson. Bonjour Eva. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tout plaisir pour moi. Bravo pour ton film. Merci. Vraiment. On s'est rencontrés donc, à la projection du Cinémads et je me suis rendu compte bien plus tard en rentrant chez moi que mon maquillage avait coulé alors qu'on a parlé pendant environ, je sais pas, longtemps. C'est de ta faute car j'ai pleuré dans ton film. Bravo, Je suis désolée, confuse, vraiment. Excuse-moi. Tu n'es pas désolée, c'est faux. Non. Voilà. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter du coup un petit peu les Filles du Soleil, d'où t'es venue l'idée de faire ce film et qu'est-ce qu'il raconte? Alors, à l'été 2015, en fait, j'ai lu des articles dans la presse anglo-saxonne qui parlaient de combattantes de bataillons de femmes en fait, qui avaient été capturées par Daesh, qui s'étaient échappées, qui avaient constitué des bataillons pour en gros résister à l'ennemi. Et ça m'a fait un choc physique et j'ai trouvé que ces femmes étaient extraordinaires. Et je ne sais pas pourquoi tout de suite je me suis dit qu'il y avait un film qu'il fallait faire sur ce sujet et je savais, j'étais en train de chercher un sujet avec ma productrice Didar Doméry et je savais que nous deux on était de taille à faire équipe pour mener ce projet à bien. Et donc je lui en ai parlé, c'était assez drôle, elle m'a répondu à 2h du matin du tac au tac, j'en suis. Et après, elle s'est battue comme une lionne pour faire exister ce film, ce qui n'était pas facile à la base. Elle a fait un plan de financement tellement complexe parce que c'était pas simple du tout. C'est pas comme si tout le monde voulait financer un film sur des femmes kurdes qui se battent. Hein. Oui, j'allais dire, c'est quand même un sujet très peu mainstream. Et t'en as fait un récit, alors une fiction, parce que après la séance, il y avait des questions-réponses avec la salle, et donc j'ai complètement découvert à ce moment-là un peu les coulisses de l'histoire. C'est une fiction, mais c'est une fiction qui permet de s'intéresser aux sujets, au pluriel, les sujets du film, qui sont ces femmes. Ouais. Et effectivement, mon pari, c'était en fait de montrer des femmes fortes. Parce que moi, j'en connais beaucoup, je les vois beaucoup autour de moi et je les vois pas trop représentées au cinéma, qu'elles soient dans des situations tragiques, historiques comme celle du film ou des situations plus quotidiennes. Mais moi, ce que je constate tous les jours quand même, c'est que les femmes, elles passent leur vie à se battre et c'est un peu des héroïnes qui sont pas du tout chantées. Et j'avais envie de faire ça, quitte à perturber la perception patriarcale du monde qu'a la société française, parce je pense que ça dérange un peu aussi, mais je pensais que c'était important. Voilà. J'ai à peu près le même objectif avec ce podcast, mais avec beaucoup moins d'ambition, qui était que je voulais chercher à rencontrer des femmes pour apprendre à devenir elles. Alors moi pas personnellement parce que je vais pas faire 1000 métiers dans ma vie, mais je me dis parmi toutes celles qui écoutent, j'aimerais bien qu'on ait plus de modes d'emploi, de comment est-ce qu'on devient des héroïnes du quotidien. Je trouve que c'est une tellement bonne idée. Moi j'écoute pas mal de podcasts sur la radio américaine qui est beaucoup plus contemporaine que la radio française, on va dire. Et il y a notamment énormément de rencontres comme ça que je trouve super intéressantes entre des femmes qui ont réussi leur projet personnel dans la vie et qui sont interviewées sur leur parcours, comment elles en sont arrivées là. Et je trouve qu'effectivement c'est très inspirant. Moi j'écoute souvent. Alors justement, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ?
Quand j'avais 7 ans, on m'appelait le dictionnaire. C'est vrai ? Ouais, j'étais très populaire, comme ce surnom l'indique. Et j'avalais des livres au kilomètre, moi. Je lisais, dès l'âge de 6 ans, en fait, je lisais des romans, genre La Comtesse de Ségur, etc. Et voilà, du coup, j'étais une petite fille extrêmement absorbée là-dedans. Et c'était pareil à l'école ? Ça veut dire que tu aimais l'école, tu étais studieuse ? J'étais très, très scolaire dans le sens où l'école me plaisait et je m'y épanouissais pas mal. J'ai toujours été plutôt une très bonne élève. J'ai été élève jusqu'à mes 27 ans. J'ai fait une prépa, tu vois, j'ai 2 ou 3 diplômes, je crois. De quoi ? Littérature anglaise, un master, licence de lettres en espagnol et un MFA en réalisation, Master of Fine Arts, que j'ai eu aux États-Unis, à Los Angeles. Est-ce que tu avais ce syndrome de je fais des études parce que j'aime bien étudier et aussi je sais pas trop quoi faire après ? Non, alors figure-toi que moi, c'était un peu les études qui m'imposaient leur rythme, parce que j'étais dans une famille de profs où on considérait que la réussite ultime, c'était de rentrer à l'ENS, ce qui est une grosse connerie, les filles. C'est absolument pas. Tous mes potes qui sont rentrés à l'ENS ont démissionné. Tous, absolument tous. J'en connais pas un qui soit resté. Et surtout... En fait, non, j'avais plutôt des facilités avec un contexte familial qui faisait que ça me poussait à faire ça. J'adorais la littérature, donc forcément les langues en plus, ça me parlait. Mais j'avais des parents aussi qui étaient assez angoissés à l'idée que je fasse un métier qui ne fasse pas vivre, en fait, puisque réalisatrice, j'ai voulu faire ça dès mes 18 ans. Après, j'ai un petit peu joué de malchance ou de chance selon le point de vue, puisque quand j'ai passé la Fémis à 20 ans, ils étaient très très dubitatifs sur mon désir de faire du cinéma. Ils trouvaient que j'étais pas convaincue par ça. Donc voilà. Encore... C'est-à-dire pour ne pas les convaincre. En fait, je crois que j'étais assez timide au grand oral, qui est l'épreuve la plus débile que je connaisse pour un truc de cinéma. En gros, si on a une grande gueule, on passe. Si on n'a pas une grande gueule, on passe pas. Je suis un peu plus grande gueule maintenant, d'ailleurs. Mais j'avais c'est des détails, mais j'avais très bien réussi les épreuves de réalisation et tout. Et à l'oral, en fait, je me souviens, ils m'ont demandé ce que c'était le pouvoir de la caméra. J'ai regardé, j'en sais foutre rien. Moi, je rentre dans une école de cinéma pour apprendre. Qu'est-ce qu'on me fait chier avec des questions comme ça. Et forte de cet échec, je me suis barrée à Porto Rico en échange universitaire pendant 2 ans, où j'étais boursière de la compagnie de théâtre. Je jouais en espagnol, du théâtre classique espagnol. J'adore. Et j'ai préparé en fait un court-métrage que j'ai présenté aux écoles de cinéma américaines qui, elles, m'ont accueilli à bras ouverts avec des bourses complètes. Voilà. Donc, en fait, je remercie un peu la Fémis. Merci la Fémis. Je reviens un petit peu en arrière sur ton parcours. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as exprimé une ambition professionnelle ? Tu sais, c'est la première fois que horrible, tu dis... C'est très tôt. Ouais. Maintenant que quand je serai grande, je serai... Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à écrire mes journaux, que je continue toujours. Et j'ai décidé que je serais écrivaine. À 10 ans ? Ouais. C'est pas si tôt que ça, hein. Vraiment, j'ai des invités qui me disent à 4 ans, elles ont dit qu'elles voulaient, quand je serai grande, je serai... Non, mais après, il y a une certaine suite logique. J'ai lu très très tôt et beaucoup, et puis à un moment, je fais, je vais peut-être écrire aussi ce que je veux lire. Mais parce que tu savais que c'était un métier, ou tu ne projetais pas du tout la dimension où il va falloir gagner de l'argent un jour dans cette vie ? Ah non, mais moi j'ai compris très tard qu'il fallait gagner de l'argent. Moi j'ai pas gagné ma vie avant 35 ans. Et t'as quel âge là ? J'en ai 41. Tu vois ? Ouais. Moi j'étais la spécialiste. Enfin, j'arrivais à avoir des petits boulots, mais t'arrives à un âge, et à 35 ans, en fait, c'est un peu ça qui a été le coup près. Où quand tu te pointes dans un bar pour devenir serveuse, on te fait clairement sentir que tu n'es plus assez jeune.
Et là, tu te prends un moment d'angoisse totale, genre ah bon, mais pourtant, je me conduis comme une adolescente et je sors tous les week-ends jusqu'à 5h du matin. Comment ça? Et en fait, j'ai réalisé que les seuls moments dans ma vie où j'avais gagné correctement ma vie, c'était en écrivant justement des scénarios. Et que si je me foutais pas un bon coup de pied aux fesses, j'allais passer à côté de ma vie, de ça. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, parce que j'avais une première expérience très dure sur mon premier long métrage, où mes producteurs s'étaient intentés des procès l'un à l'autre. Et j'avais écrit, tourné un film, et j'avais commencé à le monter, et ça s'était jamais terminé. Donc après ça, j'ai mis 6 ou 7 ans à refaire, à faire un premier projet, techniquement un premier projet, mais une deuxième expérience. Et c'est vraiment à cause de ce moment où je me suis dit, faut vraiment que tu mettes l'accélérateur, parce que là, il n'y a plus d'excuses et ça va plus être drôle dans 2-3 ans. Qu'est-ce qui te manquait, tu penses, pour te mettre ce coup d'accélérateur? En fait, je crois beaucoup à la chance des rencontres dans la vie. Et je pense que j'avais beaucoup cherché, mais que vu ce que j'aime faire et vu mes terrains de prédilection, a posteriori, je comprends comment ça a été vraiment dur de rencontrer la bonne personne, qui a été ma productrice Didar Doméry, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui ça a été magnifique, notre rencontre. C'est quelqu'un à qui j'étais à l'école qui nous a mis en contact en nous disant qu'il pensait que ça pourrait faire un bon match. Elle a vu mon court-métrage la veille de notre entrevue, et quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit « ça fait très longtemps que je t'attends ». Waouh. Voilà. Et j'ai su dans la conversation qu'on s'était trouvés, quoi. Il y avait quelque chose de très, 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 très fort. Et voilà, 7 ans après, on est toujours dans une aventure extrêmement intense. Et je lui ai dit il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, on s'est pleuré dans les bras. Évidemment. Et on se disait que... Enfin voilà, je disais, tu es devenue comme ma famille. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens dans ma vie qui ont compté à ce point-là pour moi. Et je l'adore absolument. C'est quelqu'un qui m'a fait énormément grandir, même si de temps en temps on se pourrit bien parce qu'on a des caractères assez forts. Mais il y a quelque chose de viscéral en fait dans cette entente. Mais c'est important, je pense, quand tu collabores avec quelqu'un, de pouvoir aller au conflit quand c'est nécessaire. Et c'est juste important d'avoir développé. Et surtout de savoir confiance. que la base est tellement forte dans le sens, tu vois, il y a des enjeux affectifs qui sont réels et qui sont profonds, que tu peux dépasser ces conflits et en être encore plus forte. C'est-à-dire que moi, avec ce que j'ai traversé avec Didar, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je ferais confiance comme à elle pour le travail, quoi. C'est une bête de travail, Didar. Elle travaille sans relâche, elle a un côté capitaine de navire qui est extraordinaire, quoi. Elle a vraiment ce truc en elle. Elle peut pas laisser les choses tomber. Elle les portera à bout de bras s'il le faut, mais elle les portera. Et en fait, c'est des attitudes où il y a vachement de stimulation, parce que quand on voit quelqu'un qui a autant d'énergie, d'allant, ça nous entraîne aussi à être à la hauteur de cette personne. Oui, je comprends totalement ce que tu dis, parce que dans ma première expérience professionnelle, quand j'avais 23 ans, je commence à bosser, je trouvais que les relations professionnelles que j'avais étaient extrêmement superficielles. Et que justement, il y avait ce manque de confiance, pas dans le sens où je me méfiais des autres, mais dans le sens où je pense qu'on n'osait pas se dire les choses. Je voyais mes collègues qui n'osaient pas dire au chef de service que non, il y a des fautes dans cette note, ou ça va pas comme c'est écrit. Enfin, je sais pas, c'était une espèce de relation, encore une fois, d'élève à prof qui est complètement contre-productive. Et c'est dans ma deuxième expérience professionnelle, qui est Mademoiselle, parce que j'y suis depuis un moment maintenant, où j'ai découvert ça. En fait, j'ai découvert des relations de travail, alors pas avec tout le monde, parce que tu connectes pas comme ça avec tout le monde, mais
profonde en fait, basée sur une confiance profonde. Et ce qui fait que parfois tu vas dans des conflits très durs, mais c'est aussi ceux qui te font le plus progresser, je trouve. Et aujourd'hui, puis moi je trouve ça beau en fait quand le travail se mêle à la vie et que les gens avec qui tu travailles deviennent des gens de ta sphère intime. Didar et moi, c'est marrant, je crois qu'on est très pudiques toutes les deux à ce sujet-là, et on a mis très longtemps à être dans l'intime vraiment. C'est-à-dire que on avait toujours, je pense qu'on avait une certaine réserve par rapport au fait qu'on travaillait ensemble, et du coup ça rend la chose d'autant plus agréable et confortable, parce que cette intimité elle s'est faite, elle s'est construite tout doucement, sans se presser, et elle est vraiment ancrée dans notre histoire. Et c'est pas incompatible avec une relation de travail objective, ou pas parce que tu as un lien affectif avec quelqu'un que ça t'empêche de voir l'intérêt d'un projet. Non. J'ai complètement... parce que je pense en plus que toutes les deux, on a un peu un caractère de pitbull, dans le sens où on lâche pas. Et on sait que l'autre va pas lâcher non plus. Donc même quand c'est tendu, parce qu'il faut pas se leurrer, en cinéma, il y a des moments où les enjeux sont extrêmement violents, extrêmement durs, et ça met les gens à rude épreuve. Moi, je l'ai vu à Cannes, ça nous a tous fait péter un câble. C'est-à-dire que c'est... Parce que ton film a été sélectionné en compétition officielle à Cannes, et évidemment, c'est une expérience qui est très, très, très particulière. et c'est marrant, parce que de basculer de l'autre côté, d'être dedans, ça démystifie l'engin, mais alors c'est fou. En fait, c'est très dur, c'est un peu comme un rouleau compresseur, et je crois que justement, si t'as pas des liens très 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 solides avec les gens à qui tu travailles, t'exploses en plein vol, parce qu'en fait la pression, elle est permanente, elle est quasiment 24 heures sur 24. Les choses se passent bien une minute, et c'est la cata la minute d'après. Enfin, tout est très volatile. Il y a énormément d'apparence, ce qui est rigolo 3 minutes. Mais alors franchement, moi, les 18 nus en 4 jours ou 5 jours, parce que t'es obligé de faire un photoshoot, un deuxième photoshoot, les tonnes de maquillage. Non, j'en pouvais plus, je pouvais plus voir une maquilleuse de près, quoi. C'était, ça fait fantasmer, ça m'a vraiment fait fantasmer avant quelque part, mais une fois que j'étais dedans, j'étais à merci 5 minutes. Mais alors, après, non, quoi. C'est par rapport à Didar que tu as choisi la question, la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans ta vie? Non. Mais la première fois que quelqu'un m'a fait gagner du temps dans la vie. Mais alors en fait, je sais même pas s'il y a des gens... Parce que j'ai une vie particulière. Je sais même pas s'il y a des gens qui m'ont fait gagner du temps. Moi, je pense que j'ai beaucoup perdu de temps pour plein de raisons. Parce que faut pas se mentir, c'est quand même compliqué d'être une créatrice dans le monde contemporain. C'est compliqué, même s'il y a des forces de la nature, parce que la structure, le système est quand même patriarcal, et qu'il y a des résistances partout en fait, et même quand on a énormément d'enthousiasme et d'allant et que les portes s'ouvrent, même comme ça, il y a des moments où c'est compliqué, et moi je sais que mon parcours aurait été plus rapide et j'aurais gagné ma vie tout simplement plus tôt si j'avais été du sexe opposé, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, mais par contre, je crois je crois en cette chose qui veut que les bonnes rencontres, c'est pas une question de gagner du temps ou pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps approprié pour faire les choses. Je crois que je vois ce que tu veux dire. C'est pas forcément du temps, c'est un chemin différent. Ouais, exactement. Et il y a un moment, il faut faire la paix avec ce truc-là, parce que quand on passe notre vie à se comparer, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu une tannée pour tout le monde. C'est d'une violence extrême. C'est-à-dire, on passe sa vie à avoir quelle tête que tu es, quel succès que tu es. Tu passes ta vie à avoir une nana ou un mec qui a 5 ans de moins que toi, qui a 0 expérience, et qui tout d'un coup a le monde qui s'ouvre devant lui, ou elle. Ou en tout cas, c'est ce que tu perçois. Et du coup, ça malmène l'ego quand même. Enfin, moi, je sais que là, j'ai une nouvelle manière de gérer mon rapport aux ordinateurs, aux réseaux sociaux, etc. Je me fais vraiment des breaks, des jachères où j'y vais pas. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein de fois où ça me fait perdre justement énormément de temps que je passe à ruminer au lieu de réfléchir, me reposer,
regarder les arbres. Et ça, c'est des choses très importantes pour l'être humain. Je pense qu'on n'est absolument pas adapté en termes d'évolution à la vitesse potentielle qu'on nous offre. C'est-à-dire que la quantité et la rapidité de l'information n'est pas gérable pour l'être humain tel qu'il est en 2018. Donc il faut faire une danse savante, prendre ce qui peut justement nous faire avancer, mais il ne faut pas s'encombrer, je pense. Il ne faut pas s'encombrer. Tu disais à l'instant que c'est le fait d'être dans une société patriarcale qui a sans doute posé pas mal d'obstacles sur ton chemin. Tu as des points précis, des exemples un peu... Ah ouais, j'ai des exemples très précis. Vas-y. J'ai par exemple, moi, quand je suis sortie de l'école de cinéma, c'était un moment où on pensait qu'on pouvait gagner un peu sa vie en faisant des clips et de la pub et à côté, en fait, faire ce qu'on voulait en cinéma et que l'un compenserait l'autre. Donc, comme beaucoup de mes camarades de classe, je suis allée m'inscrire dans cette direction-là. Et j'ai trouvé de la représentation tout de suite, une énorme boîte à Paris. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les projets qu'on me filait, c'était Nivea, c'était Tampax. Ce qui ne m'intéressait absolument pas, parce que le niveau de créativité est quand même équivalent à 0. Et qu'en plus, je suis arrivée sur le marché au moment où il y a une compression des budgets telle que les très grands réalisateurs qui avaient très bien gagné leur vie sur des gros budgets se retrouvaient sur des toutes petites compètes avec les nouveaux arrivants. Inutile de dire que ce qui arrivait, c'est que les nouveaux avaient vachement de mal. Et à l'intérieur de cette catégorie, qui était donc un problème de timing, de cohorte, de génération. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à ça. Il y a aussi le fait que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre que tous les mecs qui passaient dans la même boîte, qui commençaient au même moment, ils décollaient en moins de 6 mois. Je parle de Romain Gavras, tu vois, des gens comme ça qui ont du talent, hein. C'est pas du tout le problème. Oui, c'est pas juste gratuit. Ça va plus vite, c'est tout. Voilà, par exemple, le travail de Romain, je le trouve vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je voyais les mecs passer, prendre le train. Et que je restais sur Calaga. Et à un moment, je me suis dégoté mon propre projet avec M83. Et après, j'ai enchaîné avec les presets, etc. C'est des clips qui ont vachement bien marché. Et mon producteur de l'époque a quand même eu... c'est hallucinant ce qu'il m'a dit quand j'y repense. Il m'a dit, écoute, je tiens à m'excuser quand même parce que, en fait, pendant un an, je ne t'ai pas proposé de projet parce que, j'aime pas travailler avec les femmes. Oui, très bien. Très bien. Pas de souci. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant un an comme une conne à attendre de pouvoir gagner ma vie, quoi. Et en fait, voilà, je parle de cette violence-là, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement accepté que on peut en parler publiquement sans que ça soit un problème de dire à une femme, écoute, j'avais pas envie de travailler avec une femme. Et ça, c'est vraiment un petit exemple. Mais quand j'étais au tout début, quand j'avais 25, 27 ans et que je me pointais avec un scénario et que j'allais voir des producteurs blancs d'une 50aine d'années qui étaient partis d'une autre génération, et je voyais bien qu'on n'avait rien à voir, quoi. Et moi, les trucs dont je parlais, ça leur parlait pas. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses, ces personnes en particulier. Enfin, oui, il y a des trucs de harcèlement de ci, de là, mais moi, sincèrement, j'en ai pas souffert de manière traumatisante, en tout cas. Parce que moi, quand on met une main au cul, je vais voir la personne, je dis pardon. Ça m'est arrivé avec un mec de Arte, hein, quand même. Je veux dire ça. Ouais. Et ouais. Personne n'est épargné, c'est... Non, mais surtout que, en fait, c'est le quotidien des femmes. Mais on le sait toutes. Et ce que je trouve aussi absolument tragique en ce moment, c'est que entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui s'est passé avec la confirmation de Kavanaugh et du docteur Christine Blasey Ford, et là, les acquittements pour les viols de Georges Tron, etc. En gros, on est quand même en train de dire aux femmes, vous pouvez hurler tout ce que vous voulez, vous hurlez dans le vide. Parce que la société civile n'est pas là pour vous, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail. Il faut que ça change, en fait. Et c'est à nous, à chacune d'entre nous, d'œuvrer vers ça, parce que c'est important. Moi, j'ai une question, parce que par rapport à ce que tu viens de raconter, je me mets dans tes pompes une seconde. Je suis en train d'essayer de me faire la place dans un milieu, et on me dit... J'ai pas envie de travailler avec moi, je ne travaille pas avec les femmes, et dans toute normalité. Comment t'as fait pour pas te décourager ?
Pour pas te dire, bon, bah, si c'est comme ça, bye. Mais je me suis évidemment découragée. C'est ça qu'il faut que les gens qui veulent créer, qui veulent être dans l'artistique comprennent. Je connais pas un seul artiste ou un seul créateur, une seule créatrice qui n'ait pas des moments de découragement. Ça n'existe pas. Et il y a des moments où voilà, on est au fond du trou. Et moi, le nombre de fois où je me suis reconvertie dans ma tête, j'ai tout fait. Genre, j'ai été notaire, je suis retournée à l'école. Et en même temps, je crois que ces espèces d'échappées un peu fantasmées m'aidaient à tenir le coup. Parce que je me disais, bon, bah voilà, genre, dans 6 mois, je fais ça. Et pendant ces 6 mois, bah, j'avançais sur un truc plus personnel. Et je faisais des rencontres où je me nourrissais d'œuvres d'art. Et ça me redonnait confiance en moi. Mais il y a quelque chose, je pense, que je vois chez les gens qui arrivent à avoir une carrière dense, nourrie, c'est qu'il y a un truc qui est assez particulier. C'est rare que l'intérêt vienne complètement de l'extérieur. Il y a des gens qui sont portés par la hype ou par des gens qui les repèrent et en fait, ils n'ont jamais de décision à prendre, mais ça, c'est vraiment des exceptions. 99% des créateurs et des créatrices, en fait, au fond, c'est des gens qui ont une conviction intime inébranlable. Il y en a beaucoup qui appellent ça de l'arrogance, mais je pense que si on n'avait pas ces artistes arrogants et arrogantes, eh ben on n'aurait pas d'œuvre d'art. Parce qu'à un moment, il faut être complètement fou ou folle pour penser que oui, on va produire quelque chose d'extraordinaire. Évidemment qu'on est taré. Et en même temps, c'est cette douce folie-là qui permet de continuer, qui permet d'avoir une espèce de foi presque mystique quelquefois. Moi, par exemple, ce film, le nombre de fois où il y avait quand même des signes qui rendaient la tâche mais quasiment insurmontable. Et on avait cette foi avec Didar qu'il fallait continuer, il fallait y aller. Cannes, la compétition, tu vois, c'était un autre truc étrange. On avait vraiment ça en tête, enfin surtout moi. et c'était ça s'est fait. Donc je pense qu'il faut se fier à cette foi intime. Mais par contre, faut pas se voiler les yeux et faut pas se mentir. C'est aussi ok de pas l'avoir. Et il faut se donner la permission de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas fait pour ça. Parce que franchement, c'est trop brutal pour le faire s'il y a pas, si ça répond pas de l'autre côté, quoi. Ou alors si on sent que voilà, c'est trop dur, c'est trop mal. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'ai été repérée dans la rue et je suis devenue actrice. En fait, c'est ça un peu qui m'a amenée au cinéma. Et j'ai fait une formation d'actrice, j'ai fait quelques longs métrages. Et un jour, j'ai eu une déception terrible sur un gros casting avec une très grande actrice et un très grand partenaire. J'avais été castée, l'actrice a changé. Et moi, j'étais une petite rousse avec les yeux noisettes. Et la nouvelle actrice qui devait jouer ma mère était blonde aux yeux bleus. Donc, je suis évidemment pas restée sur le casting. Et j'ai eu le cœur brisé, mais vraiment, genre pendant 1 mois, parce que ça faisait quasiment 1 an que je bossais sur le projet. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas pour moi. C'est-à-dire que je peux pas faire ce métier et encaisser ces déceptions. Et je suis vraiment très contente d'avoir été honnête avec moi-même à 18 ans et de me dire, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour, je sais pas, pour être sculptrice ou actrice ou écrivaine. Ce qui compte, c'est vraiment, en fait, de trouver quelque chose qui te nourrisse assez pour que même quand t'as pas envie de le faire, tu trouves que c'est important de le faire. Si tu regardes en arrière ton parcours et que je te demande quel est le pire obstacle que tu as eu à dépasser, tu penses à quoi ? C'est sans doute la dépression que j'ai faite après cette première expérience de long métrage qui s'est quand même écroulée sur elle-même et ça m'a vraiment mis en état de choc parce que il y avait aussi un truc qui n'allait pas dans ce projet parce que ça a été beaucoup trop vite. Pour le coup, c'est un de ces projets où on est venu me chercher. Je sortais de l'école, j'avais eu une nomination aux Oscars des étudiants et en fait, tout le monde se battait pour avoir une idée, un scénario. J'avais 29 ans, j'ai été sélectionnée par les laboratoires de Sundance. Et en fait, ils m'ont dit, la deadline est dans 3 semaines, est-ce que tu as un truc ? Et j'ai créé un truc en 3 semaines parce que j'avais un peu de savoir-faire.
en me disant il faut que je le fasse. Sauf que en 3 semaines, un projet, ça ne mûrit pas. Et quand ça a été sélectionné, que ça a été financé et qu'on s'est retrouvé en tournage, a posteriori, je sais que ce projet, il n'aurait pas dû voir la lumière du jour et qu'il n'était pas mûr. Et ma plus grande leçon de ce processus-là, ça a été il faut savoir dire non, même quand quelquefois, on crève la dalle depuis tellement longtemps que d'épuisement, on a envie de dire oui. Et moi, c'était un peu ça, ce qui m'était arrivé. Ce projet, il n'était pas... il aurait fallu que j'attende et que je passe en fait mon tour. Et après, me remettre en selle, c'était de savoir si je voulais être créatrice ou pas du tout, quoi. Et ça a été un gros questionnement. Et je me suis dit que voilà, j'allais me donner une dernière chance et faire un dernier essai. Et ça a été bang gang. Si je te demande, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? C'est assez récurrent et ça a été surtout dans ma vingtaine. C'était cette idée que il fallait être un peu moins frontal et un peu plus douce, si tu vois ce que je veux dire. Sois gentille. Voilà, exactement. L'injonction qu'on fait aux femmes. Et je pense que j'ai perdu du temps à cause de ça. Parce qu'en fait, j'étais... quand je suis sortie de prépa de Cagnes, en fait, j'étais très décomplexée par rapport à ce que je voulais pas. J'ai fait quelques courts-métrages, j'étais très directive. Et en fait, justement, quand j'ai commencé à faire de la pub et du clip, on me disait que voilà, j'étais trop frontale et que voilà, ça coinçait aux entournures. Et j'ai surcorrigé. Et ça n'a pas du tout marché parce que c'est pas du tout ce que je suis. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on réalise. Il y a un moment où on peut pas être la meilleure amie de tout le monde. Et parce que les gens vous respectent pas. Il y a quelque chose de très étrange qui se passe, il faut faire savoir à son équipe que vraiment, oui, on sait ce qu'on veut et qu'on est OK avec cette position de leader. Parce que si nous, on la remplit pas, ils vont chercher quelqu'un pour la remplir, parce que c'est nécessaire sur un projet. En fait, c'est vraiment ce truc de direction artistique et de chef de projet. Et donc, avec le temps, j'ai vraiment été beaucoup plus en paix avec cette idée de frontalité et quelquefois, je peux être sèche, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, on va sécher ses larmes et on va bosser parce qu'on est là pour ça. Et ça, je veux vraiment que les filles et les femmes qui se sentent un peu comme ça, avec un caractère assez incarné, assez proactif, arrêtent de se mettre des bâtons dans les roues parce que il n'y a aucune raison de se freiner. Oui, moi j'ai grandi on m'a toujours dit que j'étais autoritaire. Alors que bon, j'ai pas l'impression d'être un tyran. Non, puis on dit jamais à un homme qu'il est autoritaire. Ouais, c'est un leader. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment... Et surtout qu'on apprenne à défendre nos qualités et à démanteler ces mécanismes de rabaissement en fait, de nos qualités. Parce que je pense que c'est aussi à nous de faire des démarches. Je pense que une société, c'est un peu comme un organisme vivant. Faut que tout marche un peu en parallèle pour avancer. Alors, c'est pas facile, hein, parce que on se rentre tous dedans et c'est d'une lenteur atterrante. Mais je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Et ça veut pas dire ne pas être bienveillante, mais c'est quand même important de se dire que c'est pas mal d'avoir des idées, d'être sûr de soi et d'y aller. Et avec l'âge, il y a des choses qu'on apprend à manier avec un petit peu plus de dextérité. Mais je reste beaucoup... Enfin, d'ailleurs, je pense que je suis beaucoup plus directe maintenant qu'il y a 15 ans. J'ai une dernière question, parce que j'ai fait un choix, hein, c'est-à-dire que je voulais te recevoir pendant que ton film était encore à l'affiche. Ouais, merci. Donc on s'est un peu organisé en dernière minute et on est un tout petit peu pressé par le temps. Donc c'est ma dernière question. Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux et des obstacles que tu as traversés, notamment avec tout le sexisme de la société. Est-ce que tu as aussi eu dans ton parcours des manifestations de sororité, de soutien? Je fais le lien avec les réseaux sociaux parce que c'est des outils modernes qui aujourd'hui nous permettent d'organiser ça. Est-ce que tu as la sensation d'en avoir assez bénéficié? Avec beaucoup de tristesse, je vais dire non. Et ça me pose vraiment problème parce que
je pense que c'est les progrès qu'on est censé faire dans notre société sont infaisables s'il n'y a justement pas cette sororité. Et je dois avouer que je suis un peu étonnée en fait du fait que ça se passe pas de manière plus spontanée. Moi, je suis vachement en fait ce qui se passe au niveau du féminisme ici aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'on est quand même un peu trop fragmenté ici en France et qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a pas de safe space, tu vois, ici. Et c'est très... je sais pas, je trouve que l'efficacité de la chose est encore à prouver, qu'il y a beaucoup... En fait, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, j'aurais aimé que le film soit plus relayé par les réseaux féministes. C'est pour ça aussi que je t'en remercie. Et il y a eu vachement de silence, ce que je trouve littéralement atterrant, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'est historique. En tout cas, je sais que quand il y a des travaux importants qui sortent, ce serait bien que tout le monde en fait s'y mette pour en parler, quoi. Je te remercie sincèrement et je te redis que je suis vraiment hyper fière que Mademoiselle soit partenaire de la sortie de ton film. Merci, nous aussi on est très fiers. Esther qui l'a vu en projection presse en est revenue en disant il faut qu'on soit dessus, je veux la réalisatrice, je veux pouvoir lui poser des questions pour qu'on fasse une avant-première, donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Ton film est en salle au moment où ce podcast sortira, il est sorti le 21 novembre. Voilà. Et il est sorti dans 124 salles, tu me disais. C'est ça, mais alors pour être très sincère, on a eu peu de soutien de la presse critique tradie en France, et si vous voulez voir le film, je vous encourage vraiment à y aller le plus tôt possible, parce que je pense que c'est une expérience de cinéma à voir sur grand écran. Je le confirme, vraiment je le confirme, et parlez-en autour de vous si vous avez aimé le film, parce que c'est le meilleur moyen de le soutenir. Merci beaucoup Eva. Merci à toi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.